Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue. Alors, bienvenue dans nos nouveaux locaux. Comme vous le savez, Malte, depuis 10 ans maintenant, d'abord en France et puis partout en Europe, participe activement aux réflexions autour du futur du travail. Nos nouveaux locaux en sont la preuve parlante. Vous avez juste derrière vous un espace de coworking à destination des freelances de Malte et puis des lieux pour organiser des événements. Ici, vous êtes dans la Malterie et donc on accueille les indépendants et aussi les experts des entreprises. On est ravis de vous accueillir pour cette première série d'événements, les Small Talk, qui sont dédiés à cette thématique du futur du travail. Et on va l'inaugurer aujourd'hui avec le sujet de la data et de l'IA. On aura une keynote d'introduction par Nicolas Marché, qui est le fondateur d'un média indépendant qui s'appelle Millefeuille autour de l'intelligence artificielle. Et puis, on aura une table ronde avec Alexandra, Natacha, Mathieu et Victor et Claire qui vont nous parler des compétences à privilégier pour optimiser les parcours clients. Donc, je vous souhaite un bon moment et puis on se retrouve après évidemment pour un cocktail. Merci en tout cas. Nickel, merci. Alors, bienvenue, enfin bonsoir. Donc je m'appelle Nicolas, j'ai monté Millefeuille avec Guillaume Linet qui est là-bas, avec qui vous pourrez discuter si vous voulez en fin de session. Donc ce média, on l'a lancé l'année dernière et avant ça, j'étais associé de Spendesk, qui est une entreprise leader de gestion des dépenses en Europe. L'idée du média qu'on a lancé l'année dernière, c'était de partager des faits, des analyses, des news, des techs pour aider nos lecteurs à mieux comprendre l'impact de l'IA sur la société, l'éducation, la santé, la démocratie, et bien sûr les métiers, ça reste du business. Donc vous pouvez nous suivre en scannant ce QR code directement. Dans le média, on fait intervenir tout un collectif de personnes qui sont des experts de différents secteurs. Donc des gens qui sont des Frontier Labs. Laureline, il faut que je me recentre. Voilà, je vais plutôt aller par là. Ok, je m'arrête là. Voilà, plutôt là. Donc on a des experts de ce qu'on appelle les Frontier Labs. Donc c'est les laboratoires d'intelligence artificielle, Meta, DeepMind, puis plus récemment de certaines boîtes françaises. On a des entrepreneurs qui créent les expériences logicielles qui sont utilisées en B2B, en B2C, et des salariés de différents métiers. Il y a par exemple Gabrielle, qui est avocate, qui nous avait fait tout un papier, une interview, où elle expliquait, elle aujourd'hui, comment ça a impacté son métier. Il y a aussi Marika, qui est artiste et qui utilise l'IA dans son processus créatif. Bref, on sort chaque semaine des interviews fleuves, longues, documentées avec toutes ces personnes-là. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire un panorama un peu prise de recul sur l'intelligence artificielle et de démarrer sur la tendance de mécanisation qui existe depuis un paquet d'années dans l'industrie. C'est marrant, mon père, quand je lui ai dit que j'allais faire de l'intelligence artificielle il y a un an, il m'a dit que lui, il avait démarré sa carrière en faisant ça dans les usines. Il développait des machines-outils, après des réacteurs nucléaires, et il comparait ce qui se passait aujourd'hui à ce qui se passait dans les années 70, il est un peu vieux, dans l'amélioration du travail des usines. Et donc à l'époque, les trois objectifs qui sous-tendaient l'idée de mécaniser la chaîne de production, c'était les trois qu'on retrouve encore aujourd'hui, qui étaient améliorer les conditions de travail, je pense que ça c'était peut-être le dernier, améliorer la qualité de production pour avoir des outputs qui soient assez homogènes, et surtout gagner opérationnellement et faire plus de profit. Donc ces trois objectifs-là, c'est un peu ce qui drive aussi l'adoption de la générative AI aujourd'hui dans les entreprises et l'impact de la Gen AI, comme on l'appelle. Il a été analysé théoriquement. Il y a des papiers de recherche qui sont plus ou moins sponsorisés par les boîtes américaines, mais qui sont quand même documentés. Et il y a aussi des exemples concrets au bout d'un an de retour terrain qui démontrent le nombre de tâches qui peut être augmenté avec l'intelligence artificielle. Et donc dans ces papiers de recherche, vous pouvez regarder s'il y a votre job qui est dedans, puisqu'ils ont listé une cinquantaine de métiers et ils ont calculé un facteur d'exposition, c'est-à-dire à quel point vous avez une chance qui est 50% au plus de vos tâches qui soient améliorables avec l'IA. Donc il y a trois concepts qu'on trouve intéressants qui sont finalement comment ça va se passer concrètement. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'automatiser les jobs, de déléguer des tâches et que ça tourne
en background. Mais nous, ce qu'on voit, c'est surtout deux étapes intermédiaires qui sont l'augmentation, c'est-à-dire je fais mon processus habituel, mais je le fais plus vite, je le fais mieux, et la transformation. Donc nous, typiquement, chez Millefeuille, parfois on fait des articles, après on va les faire relire par la machine ou challenger. Ça vient augmenter notre process. On pourrait faire la même chose avec un relecteur externe. La transformation, c'est quand, au lieu de démarrer d'une idée à nous, on travaille avec des intelligences artificielles. Donc, on a changé notre processus créatif. Donc, il y a ces deux approches-là. Et plus tard, peut-être qu'on automatisera certaines créations de contenu. Mais nous, par exemple, ce n'est pas ce qu'on fait. On ne risque pas d'automatiser sur Millefeuille. Voilà, c'est un peu les trois choses qu'on peut se dire. C'est ce que je peux, dans mon activité, venir l'améliorer, venir changer mon workflow. Je démarre plus tout seul, mais je démarre avec la machine. Ou est-ce que je peux carrément automatiser de la saisie d'informations, d'émission de factures, ce genre de choses. Il y a une phase qu'on aime bien qui s'appelle l'IA-BC. C'est une petite quote de nous, c'est-à-dire l'IA before ChatGPT. L'intelligence artificielle, ça fait à peu près une dizaine d'années que ça a pénétré l'entreprise. On appelait ça avant les data science. Il y a eu tout un tas de technologies, d'apprentissage profond par renforcement qui sont sorties. Et toutes ces technologies-là, tous ces algos-là, ils nécessitaient beaucoup de données pour qu'ils soient utilisables pour créer des expériences, créer de la valeur. Donc ça, c'était ce qui se passait avant. Souvent, c'était utilisé, ça a été notamment en computer vision, donc en vision à des fins de classification ou à des fins de prédiction. Donc il y a énormément d'algorithmes qui sont utilisés par les banques. Chez Spendesk, on en avait certains depuis longtemps pour détecter les fraudes, pour détecter des duplicats. Ça, c'est pas de la generative AI, ça c'est des algos des générations d'avant qui marchent très très bien. Des prévisions, ça peut être des prévisions de production, des prévisions de pollution. Par exemple, moi j'ai démarré en 2015 chez Plume Labs, qui est une entreprise qui utilisait l'open data, notamment sur les données atmosphériques, pour prévoir la pollution à un instant T à un endroit de la ville. Et donc Plume, ils utilisaient ça pour créer un capteur qu'on peut mettre sur son vélo ou sur sa poussette, en fonction de qui on est, pour pouvoir ensuite optimiser son trajet bureau, maison, et choisir certains chemins plutôt que d'autres dans un souci de préserver sa santé. Bon, ça, ils faisaient ça avec des algos de data science un peu classiques. Il y a une autre entreprise française qui s'appelle Keros, qui a été montée par l'ancien CEO de Schlumberger Conseil. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des données satellites. Donc, ils avaient des algorithmes, mais ils ont récupéré énormément de données satellites pour faire de la prédiction. Alors, ça peut être de forêt, ça peut être sur des applications environnementales en sustainability, même si à la base, ils ont démarré sur la production de pétrolière, puisqu'ils pouvaient, avec les données satellites, évaluer le niveau des cuves, puisque le plafond sur une cuve qui contient du pétrole, en fait, il est amovible. Donc, en fonction de l'incidence des rayons qui recevaient du satellite, ils pouvaient savoir exactement en temps réel la production du jour, et ils vendaient ça derrière à des traders. Donc, ces technologies-là, c'est aussi des algos de data science qui existaient avant. La grosse différence avec la GenAI, il y en a une, c'est ce qui est contenu dans le GPT, donc ça veut dire Generative Pre-trained, c'est qu'en fait les algorithmes qu'on a aujourd'hui, ils sont utilisables off the shelf, donc directement sur étagère, ça crée énormément de valeur, sans avoir besoin, nous, d'avoir un set de données sur lequel l'entraîner. Et ça change énormément de choses, puisqu'on peut l'intégrer dans plein de produits et déjà générer de la valeur. Et le deuxième point qui a aussi drivé l'adoption de tout ça, c'est la réduction de coûts de production des puces et l'augmentation de la capacité de calcul. Donc ça, c'est les deux sous-jacents technologiques qui expliquent l'adoption forte et l'explosion un peu de tous ces modèles qu'on voit sortir en open source ou privé de Generative AI. Le troisième point que vous avez dû remarquer, c'est la sortie de ChatGPT. Nous, à Noël, il y a même mes parents qui sont à la retraite qui m'en parlaient. Ça touche toutes les générations, ça a un peu débloqué une vague de demandes, une vague d'adoption qui est sans précédent. L'adoption, ils ont fait 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Ça, c'est du jamais vu. Et il est clair, nous, on a des conversations depuis 1 an à peu près avec tout notre réseau, que n'importe qui, peu importe la génération, se dit, tiens, est-ce qu'il y a une IA qui fait X? C'est toujours comme ça qu'ils viennent nous voir. Est-ce qu'il y a une IA qui fait la compta? Est-ce qu'il y a une IA qui peut m'aider à gérer mes factures? Est-ce qu'il y a une IA qui peut m'aider à faire de la vente? Et donc, il y a vraiment un déblocage. C'est finalement juste la suite de la digitalisation. Mais dans la tête des gens, c'est un nouveau keyword qui leur donne envie de passer à l'action. Donc ça, c'est vraiment les 3 facteurs qui expliquent l'explosion qu'on voit côté demande et côté supply, donc les technologies disponibles.
Il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont intégré dans les boîtes. Donc là, il y a 2 exemples de la startup nouvelle génération. Donc là, ici, c'est Animage. Animage, c'est une entreprise qui fait de l'IP, des dessins animés pour enfants, et qui utilise un moteur maison pour accélérer la production de contenu. Donc typiquement, ce qu'ils font, c'est qu'ils rachètent des IP, des personnages. Après, ils vont utiliser du motion design, ils vont les animer, ils vont en faire plein de contenus différents sur YouTube, dans les destinations des enfants. Ils utilisent ça, mais il y a aussi Publicis, dont le président Arthur Sadoun a communiqué qu'il avait sorti Core AI. Core AI, c'est leur plateforme maison qui intègre tout un tas de workflows à dispo des équipes et qui permet, par exemple, de réduire le temps de réponse d'un appel d'offres de quelques semaines à quelques heures. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'à travers toutes les strates, tous les segments du marché, de la startup qui est plutôt early adopter dans l'esprit, à l'entreprise établie, il y a des initiatives et des produits qui existent déjà et qui sont implémentés. Maintenant, quand on prend du recul, on voit que le budget IT, donc soit qui sont dépensés par les directeurs IT, soit par les directions financières, sur des technos de GenAI, il est très faible, c'est moins d'1% de ce qui est dépensé dans le cloud chaque année. Donc ça, c'est sur l'année dernière, c'est une étude de Menlo Ventures, qui est un gros fonds américain. Donc ça montre bien que le gros de l'usage et de l'adoption, il est clairement devant. Et quand on regarde aussi les projections à date des analystes, qui peuvent changer, sinon on serait tous riches en bourse, eh bien, elles montrent que l'adoption de la GenAI risque probablement de suivre l'adoption de n'importe quelle disruption technologique, et donc de prendre, en grosso modo, une dizaine d'années. Ça permet de mettre un peu en perspective dans le bruit ambiant. Oui, il y a des choses qui démarrent, oui, il y a une tendance, oui, il y a un rythme, mais tout est à faire devant nous, donc on a aussi largement le temps de se former, de s'éduquer, de s'équiper. Et c'est ce qu'on voit, nous, c'est que dans les entreprises aujourd'hui, la plupart des salariés, finalement, ils ne savent pas exactement où ils peuvent identifier des cas d'application, ils ne savent pas exactement quels sont les outils utilisés, parce qu'ils sont tous nouveaux, et il y en a beaucoup qui sont gadgets, qui marchent 80% des cas. Et il y a beaucoup des gens qui ont aussi besoin de changer leur practice, la manière dont ils bossent. Donc, comme je vous disais, il y a parfois des transformations de process. Donc, je travaillais d'une certaine manière avant, maintenant je travaille différemment. Et c'est ces enjeux-là, d'un point de vue de change management, qu'il faut adresser. Alors, soit quand on fait un projet de déploiement de technologie, soit quand on veut équiper sa propre entreprise. Sur notre hub qu'on sort la semaine prochaine, on référence notamment des consultants qui sont spécialisés pour faire cette transformation IA, qui sont référencés sur Malte, typiquement, ou des agences indépendantes comme Mister IA, qui est une agence qui cartonne et qui aide des mairies, des petites entreprises, des grosses boîtes à faire de la culturation et de la formation. C'est beaucoup ce qui est consommé aujourd'hui, se former, s'acculturer, du mapping de use case et parfois de l'implémentation de use case. Mais d'un point de vue serviciel, c'est vraiment ce qui se passe sur le terrain. Et on a aussi des formations qu'on a référencées avec des coupons codes qu'on a négociés âprement. Et donc typiquement des formations de pollen que vous pourrez regarder sur la plateforme. Avant de vous laisser, on voulait vous partager deux startups françaises qui sont très intéressantes selon nous, puisqu'en parallèle du média, on a aussi une activité d'investisseur. On investit dans des entreprises qui font de l'IA et qui est close en France. La première, c'est Gladia. Gladia, c'est une entreprise qui a été créée par un ancien d'OVH qui a développé un modèle de speech to text, donc d'audio à texte, qui est plus performant que Whisper. Whisper, c'est un peu la référence, c'est le modèle de speech to text d'OpenAI. Eux, ils ont fait un modèle qui est plus performant avec une équipe très réduite. Ce qui se passe généralement, c'est que les clients qui veulent utiliser de l'audio dans leurs produits utilisent Whisper. Après, ils se rendent compte que c'est clairement limité. Et à ce moment-là, ils passent sur Gladia. Et donc Gladia, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils équipent des outils de vidéo recording très connus. Ils vont aider certains call centers très connus et leur permettre d'apporter de la valeur à leurs opérateurs téléphoniques directement en live au téléphone et demain de traiter carrément certains tickets de support de niveau 1 typiquement. Il y a des entreprises comme Intercom, qui est une entreprise irlandaise que sûrement vous connaissez, qui font les chats sur les websites. Eux, ils ont sorti une IA qui permet de traiter les tickets de support de niveau 1. Il faut imaginer que Gladia, ils font un peu pareil, c'est une seule partie de leur proposition de valeur, sur de l'audio. Donc ça va changer radicalement la manière d'interagir, puisqu'on va pouvoir remplacer des opérateurs ou les aider à mieux faire leur taf, à aller plus vite, à mieux répondre aux questions, en utilisant ces technologies de speech to text. Et ça, c'est live.
Il y a une deuxième expérience qui est assez cool, on va voir si ça va marcher, qui est celle qu'Amazon a sortie il y a 3 semaines, qui est un Virtual Shopping Assistant. Donc l'idée qu'ils ont eue, c'est de finalement proposer une expérience de chat pour qu'au lieu qu'on galère à travers des centaines de références, on puisse décrire notre projet. Voilà, je pars en week-end à tel endroit faire du camping, il va faire 10 degrés, on va se cailler, tu me conseilles quoi, mon budget c'est tant. Et à ce moment-là, de me recommander 3 sacs de couchage, 3 paires de chaussettes, plutôt que d'avoir à scroller indéfiniment parmi des centaines de références. Donc ça permet d'améliorer les taux de conversion, ça permet de récupérer de la donnée sur l'utilisateur, et comme les cookies disparaissent, ils peuvent les réengager derrière. Et il y a une entreprise française qui s'appelle Dialogue, qui a été lancée très récemment, qui propose la même expérience, mais qui vont vendre directement aux e-commerçants pour qu'ils aient ça de manière propriétaire. Voilà, ça c'est 2 exemples d'expériences sur le parcours client qui sont déjà live et qui ont déjà des ROI assez incroyables pour leurs clients. Donc voilà pour la brève intro. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous jeudi prochain. La newsletter, c'est tous les jeudis. Merci. Merci Nicolas. J'appelle du coup nos speakers pour venir débuter la table ronde. Donc on a Mathieu Caron qui est Global Director Customer Care pour L'Oréal, Alexandra qui est chez Salesforce, Sales Director, Claire qui est notre VP Data chez Malte, Natacha qui est en mission freelance chez EVMH et expert Salesforce, et puis Victor qui a fondé Easy. On va peut-être vous donner un micro, c'est bon, super, génial. La première question s'adresse surtout à Alexandra et Natacha. Avant de parler d'intelligence artificielle, parlons des données. Quelles données aujourd'hui sont utilisées et puis quelles données aident à la construction des parcours clients? Bonsoir à tous. Donc très bonne question parce que pour avoir une IA de qualité, il faut des données de qualité. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le CTO de Salesforce, Parker Harris. Et en fait, ça nous amène à se demander quelles sont les données. Donc vous avez tous entendu parler de données structurées, non structurées. J'ai fait le test tout à l'heure. Sur mon téléphone portable, j'ai 900 numéros de téléphone, des données structurées. Et j'ai 30 000 photos, des données non structurées, soit 3%. Les entreprises, en moyenne, elles ont 90% de données non structurées. Ça va être des PDF, des fichiers audio, etc., des photos. Donc, comment est-ce qu'on utilise ces données et comment est-ce qu'ils peuvent les exploiter? Ça passe par l'intelligence artificielle et l'utilisation de cette intelligence artificielle, mais de manière sécurisée et fiable, parce que si les données ne sont pas véridiques, ça ne sert à rien. Maintenant, pour se raccrocher au parcours client, qui est notre thème ce soir, je vais vous donner des petits exemples, par exemple, d'utilisation de données structurées et non structurées. Donc, imaginons, on est en B2C, voilà. Je veux faire du shopping. J'ai vu un beau sac ce soir au vestiaire, je l'ai pris en photo. Et en fait, cette photo, je vais la mettre dans le moteur de recherche d'un site e-commerce. Le site e-commerce va me retrouver un sac qui ressemble et je vais pouvoir l'acheter. Donc, on est passé d'une donnée non structurée, la photo, à une donnée structurée, un article à vendre à un certain prix que je vais me faire livrer. Autre exemple un peu plus industriel, Schneider Electric, qui est un grand client de Salesforce, a mis en place la GenAI couplée à son service client et ça lui a permis d'améliorer de 30% le temps de traitement des requêtes. Donc les requêtes, c'est quand vous avez un souci, etc. Pourquoi? Parce que ça a automatisé les tâches entre guillemets à faible valeur ajoutée. Et voilà, ça a permis une meilleure satisfaction client puisque c'était 30% plus rapide. Voilà quelques exemples. De mon côté, je peux parler de ce que je connais, c'est-à-dire l'univers de MH, donc Moët Hennessy, où je suis en mission là, depuis un peu plus d'1 an. Moët Hennessy, c'est donc la partie champagne et spiritueux du groupe LVMH qui a vécu une transition très importante après le Covid, puisque traditionnellement, c'est une entreprise qui connaissait son public surtout à travers des grossistes et à travers du retail. Et suite au Covid, ils se sont mis de plus en plus à s'adresser à leurs clients en direct. Et donc, il a fallu apprendre à les connaître. Et donc, en utilisant des outils de CRM comme Salesforce, il a fallu tout construire.
Et donc moi, j'interviens dans ce cadre-là avec l'outil en tant qu'experte Salesforce. Moi, je vois très clairement ce que ça veut dire des données structurées et des données non structurées. Surtout non structurées, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses pas très structurées, parce que c'est ce qui se passe quand en fait on a une entreprise qui est très large avec une plateforme globale qui se construit brique par brique. Et en plus de ça, on est dans le domaine de l'alcool. Donc, d'un point de vue législatif, c'est très strict, c'est très contrôlé, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On a la RGPD par-dessus. Et en plus, légalement, selon les pays, par exemple aux États-Unis, avec lesquels je travaille beaucoup, il y a des choses qu'on ne peut pas du tout partager. Il y a certaines informations sur lesquelles on ne peut pas pivoter. Donc voilà, c'est extrêmement contraint. Donc comment on fait? Comment on fait pour faire un parcours client avec toutes ces contraintes légales? Pour l'instant, effectivement, on optimise, on regroupe avec les bons outils. On demande aussi beaucoup le consentement des clients. On leur dit, bon, qu'est-ce que vous voulez bien partager avec nous comme information? Voilà, nous, on peut vous parler de champagne, on peut vous parler de lifestyle, de cocktail. Dites-moi de quoi est-ce que vous voulez entendre parler, puis nous, on va essayer de faire un effort et puis de vous donner des contenus qui vont vous intéresser. Merci Natacha et Alexandra. Je me tourne vers vous, Mathieu et Claire. Quand on parle d'intelligence artificielle, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on parle forcément de GenAI? Aussi, quelles sont les applications utilisées dans les parcours clients? Et une question qui s'oriente plus sur les compétences, à savoir, on parlait souvent d'intelligence artificielle auprès des directions techniques. Est-ce que là, les autres directions métiers s'approprient aussi ces sujets-là et comment? Vas-y, je t'en prie. Bonsoir à tous. Mais écoutez, déjà, je pense que pour répondre à la première partie de ta question, Laureline, il y a deux grands champs d'application quand on parle d'IA ou de GenAI appliqué au métier de l'expérience client et des parcours clients en général. Il y a, de manière traditionnelle, il y a des cas qu'on va qualifier de front, donc qui vont impacter directement le client et l'expérience que la marque va lui délivrer quand il interagit avec cette marque. Il y a des cas plutôt de back qui, eux, vont nourrir en fait le travail de l'agent du service client. Sur les cas front, il y a eu, je dirais, une première vague de démocratisation et des cas d'usage liés à l'IA il y a une dizaine d'années. On peut penser au bot, on peut penser à l'exploitation massive, en fait, comme ça a été évoqué en introduction, des données clients à des fins prédictives, à des fins de modélisation de comportement. Et ça, c'est des choses qui sont plutôt bien maîtrisées par les entreprises. Ce qui change vraiment maintenant avec GenAI, c'est une capacité à dépasser les premiers cas d'usage qui étaient très productivistes, qui répondaient vraiment à des logiques d'optimisation et de lean management, et d'aller sur des cas qui remettent en fait le client au cœur de cette expérience, et des cas qui sont beaucoup plus dans le service à valeur ajoutée, l'ultra personnalisation et des niveaux de conseil très, très élevés. Si je prends le cas de L'Oréal, par exemple, on a aujourd'hui des modèles sur du skincare, donc des produits de soins de la peau, qui vous permettent, à partir d'une photo ou d'une vidéo de votre visage ou de votre main, de vous recommander le meilleur produit, mais aussi la routine qui va avec, la durée de traitement, les produits complémentaires. On a également, côté make-up, des modèles qui tournent sur des centaines de milliers de cas en fait, de nuances de peau et qui vont vous permettre de choisir le bon fond de teint, le bon maquillage pour différents cas d'usage, en fait, sont très, très lifestyle aussi également. Et ça, c'est rendu possible grâce à GenAI. Côté back, c'est un peu l'arlésienne, en fait. Dans les centres de contact, ça fait plus de 20 ans qu'on parle d'agents augmentés, d'agents 2.0, et jusqu'à présent, c'était assez complexe pour des questions à la fois d'intrusion dans la vie de l'agent, dans son quotidien, mais aussi des questions techniques. Maintenant, ça a également été dit en introduction, j'insiste dessus, l'agent, on peut lui permettre d'automatiser des tâches qui sont rébarbatives, des tâches de classification d'appels, de génération de pré-templates de réponses. Et ça, on a mesuré que ça permettait, selon les cas et les demandes, d'automatiser 50 à 60%, en tout cas de réduire, de 50 à 60% le temps consacré à une conversation, et donc potentiellement d'allouer ce temps-là à davantage de conseils et d'accompagnement. C'est des choses qui arrivent. Et quand on parle d'agents augmentés, il y a également des applications qui sont en train de se développer pour
permettre à l'agent, lors d'une conversation, de détecter des signaux faibles ou des signaux forts et de lui permettre d'adapter en fait son dialogue et sa posture. Et je finirai sur la deuxième partie de ta question sur l'aspect technique. Je pense que la réussite des projets IA, GenAI, elle relève beaucoup de la capacité de l'entreprise à être customer-centrique et donc à modéliser précisément les parcours clients et anticiper les réponses possibles des consommateurs face à ça. Et par essence, être customer-centric, c'est vraiment dépasser en fait les frontières entre le business et le technique. Et aujourd'hui, l'IA, plutôt que de créer une dichotomie entre le technique et le business, en fait, elle participe à la désilotation des organisations. Super complet. Qu'est-ce que je peux ajouter? Amener un petit peu de couleur de ce que j'ai vu chez Airbnb aussi, pour dire ouais, l'IA, c'est vrai que tu as raison, ça fait bien 10 ans qu'on travaille dessus. Pour vous donner une idée, à Airbnb, il y a plus d'une centaine de modèles d'IA qui sont déployés pour plein de cas d'usage différents. Avant qu'on parle de GenIA, moi j'ai quitté la boîte avant que vraiment il y ait l'explosion des LLM. Par exemple, si vous allez sur une page de search, il y a peut-être une trentaine de modèles d'IA qui vous servent en fait cette expérience avec des catégories, avec la liste de listings, avec la bonne photo, etc. Et c'est vrai que on se rend pas forcément compte en fait qu'il y a de l'IA derrière. C'est comme Google Maps. Bah oui, en fait, il y a de l'IA derrière. En parlant avec des collègues, je me suis rendu compte que c'était pas forcément clair, qu'il y avait déjà en fait plein d'IA dans beaucoup de produits. La différence en fait que crée la GenIA, c'est comme tu le disais en fait, c'est ce pouvoir de transformer des unstructured data, donc les photos. Donc hier dans le modèle d'Airbnb qui essayait de scanner en fait, est-ce que j'ai une photo de la mer ou une belle vue en fait de l'océan, bah maintenant en fait on peut le faire de façon beaucoup plus rapide et on gagne beaucoup de lignes de code, donc on passe de peut-être 150 lignes de code à 5. C'est un vrai pouvoir parce que du coup, comme tu le dis, on a énormément de unstructured data, que ce soit les revues, les descriptions, etc. Donc, ça va être ce pouvoir-là et ce pouvoir d'aller créer de nouvelles expériences. Pour vous donner un exemple aussi, comme j'ai passé pas mal d'années à Airbnb, j'ai plus d'exemples d'Airbnb que de Malte, mais je pourrais parler de Malte aussi un peu. À un moment, à Airbnb, on avait une search en fait qui était Natural Language Search, c'est-à-dire vous pouvez taper n'importe quoi. Je veux faire un voyage à Venise avec mes 3 enfants. Et en fait, moi, j'ai décidé de killer cette feature en 2018. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'avait pas la technologie pour servir une bonne expérience utilisateur. Maintenant, en fait, on peut repenser ça et il n'y a pas que Google qui peut créer ce type d'expérience et avoir une bonne expérience utilisateur. Facebook aussi, d'ailleurs, avait arrêté cette feature-là en 2017, d'ailleurs. Donc ça, c'est les possibilités. Ce qui est intéressant en termes de cas d'usage, si je complète ce que tu disais aussi avec ce que j'ai pu voir, l'année dernière, on a surtout vu, comme tu le disais très bien, je pense des cas d'usage assez je déploie un LLM, un GPT pour répondre à un besoin. Et c'est un peu le... Voilà, donc on voit beaucoup de chatbots en termes de cas d'usage. Ce que je trouve super intéressant, et là où je pense en fait où la valeur va être la plus forte, c'est d'intégrer en fait les large language models dans une architecture plus complète de modèles pour générer justement des features, transformer ces data unstructured, non structurées dans un modèle plus large. Pour vous donner un exemple, par exemple, je prends le résultat de mon large language model, je le mets dans un classifier, soit c'est A, B ou C, et ensuite ce que je montre à l'utilisateur, c'est A, B ou C. Donc en ce moment, par exemple, chez Malte, on travaille sur une feature qui prend un PDF d'un client, donc j'ai un besoin, j'ai déjà en fait une job description ou un besoin que j'ai utilisé en interne dans ma boîte. Sur Malte, je le mets, et moi, ce que je vais apprendre, c'est quelle catégorie de métier, quelles compétences, quelle disponibilité. Et à chaque fois, je vais peut-être avoir une logique au-dessus de mon résultat, de mon LLM, qui va me permettre d'identifier, oui, là c'est bien un data scientist, et en fait c'est ces compétences-là. Et pour générer la description qui va être la plus intéressante pour le freelanceur, j'utilise peut-être encore pas mal d'autres logiques. Et donc c'est vraiment en fait en intégrant ces modèles-là dans des architectures plus complexes, avec des cas d'usage qui existaient déjà hier en fait, qu'on va avoir le plus de valeur ajoutée. Ce que je trouve intéressant aussi, tu disais qui utilise le changement en fait de qui crée de l'IA
dans les boîtes. Ce que je trouve super intéressant sur 2023 aussi, c'est de voir que maintenant, avec toutes les API qui sont disponibles, il y a plus que les data scientists en fait qui peuvent créer des modèles d'IA dans les boîtes, et on voit en fait les devs se l'approprier. Et quand on voit les gens en fait qui ont développé les produits les plus intéressants l'année dernière, il y a pas mal de devs et des gens qui n'avaient jamais fait de data science avant. Ça, je trouve ça super intéressant comme trend. Ouais, je pense que tu peux passer le micro à Victor. Merci Claire. Effectivement, c'est ce qu'on observait, et je pense que tu l'observes aussi, toi, Victor, au niveau des compétences qui sont recherchées, qui sont demandées. On a voulu être clivant, comme à chaque fois que quelque chose prend un peu de hauteur, en se disant est-ce que des emplois vont disparaître, ou alors est-ce qu'on va avoir de l'amélioration sur certains profils. Qu'est-ce que tu observes toi, autour de l'intelligence artificielle chez Easy et des demandes? On observe une tendance assez similaire à ce qui s'est passé d'ailleurs, et Nicolas le mentionnait, sur les cols bleus des transformations avec l'industrialisation, etc. Pour l'instant, on a assez peu d'emplois qui disparaissent réellement liés à l'intelligence artificielle. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les emplois sont en train, ou en tout cas vont se transformer. Et Nicolas le mentionnait également. Du coup, ce qui va être clé, c'est la formation. Alors c'est ce qu'on fait chez Easy, puisqu'on forme à Salesforce. On le voit d'ailleurs sur les outils, la formation aux outils, parce qu'on parle de transfo digital depuis maintenant pas mal d'années. Ça, c'est quelque chose d'assez galvaudé. L'IA fait finalement partie, c'est une infime partie de la transfo digitale. Enfin, c'est une composante qui est maintenant devenue indispensable. Et du coup, derrière la transfo digitale, il y a énormément d'outils. Et Salesforce en est un, et est le leader sur le CRM. Il y en a plein d'autres. Il y a les ERP, il y a les ERP, les CRM. On va dire que c'est les deux plus grandes catégories d'outils auxquels je pense là spontanément. J'en oublie probablement plein d'autres. Et la formation et dans les boîtes, c'est pareil. Le nombre de commerciaux à qui vous proposez un CRM vont dire mais non, moi j'utilise Excel, c'est très bien. Voilà, en fait, tout ça est souvent question de conduite du changement et de formation. Et donc sur l'IA, il faut accompagner. Les emplois vont se transformer, c'est sûr. Les emplois vont intégrer de l'IA. On a besoin, nous, de comprendre l'IA. Alors bien sûr sur les emplois techniques, parce qu'ils vont développer l'IA. Donc tu viens de parler du switch de l'IA qui était côté data scientist et maintenant qui passe sur les développeurs. Ça va passer côté métier aussi, apprendre à utiliser l'IA dans son métier, et apprendre peut-être demain à créer un modèle d'IA à notre échelle de non technique. Moi-même, je ne connais rien au développement, mais peut-être que demain, je vais devoir apprendre pour maintenir mon emploi. Parce que de toute façon, ce switch, il va se faire. On sait souvent, et on dit souvent que les métiers de 2020, 2022 n'existaient pas en 2010. On peut d'ores et déjà prédire que les métiers de 2030 n'existent pas. On parle de nouveaux métiers avec l'IA, mais il y a probablement, enfin, je ne suis pas Paco Rabanne en disant qu'en 2030, il y aura des métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et du coup, pour accompagner tout ça, il faut impérativement se former. Donc les emplois, je suis pas sûr je suis certain qu'ils ne disparaissent pas. Par contre, ils vont évoluer, et c'est à nous, professionnels, de s'auto-accompagner. Et c'est aux organisations, pour moi, c'est vraiment le rôle des entreprises aussi, d'accompagner leurs collaborateurs dans cette évolution de métier. Il y avait une vieille notion du Code du travail, d'ailleurs, qui imposait aux employeurs d'aider leurs collaborateurs à se mettre à jour sur les compétences de leur poste de travail. Donc, à l'époque, on parlait des caissières de supermarché qui devaient non plus faire passer les articles, mais aider les clients à utiliser les machines automatiques, comme on voit partout dans Paris aujourd'hui. On parlait effectivement de tous ces métiers de col bleu. Ces métiers de col blanc maintenant vont aussi évoluer, et c'est aux entreprises d'accompagner leurs collaborateurs. Et c'est vrai que la meilleure manière d'accompagner ces collaborateurs, enfin d'ailleurs il n'y en a qu'une seule, après il y a différentes manières de les mettre en œuvre, c'est la formation professionnelle, par opposition à la formation initiale, qui est le diplôme que vous avez après votre bac ou après votre diplôme, formation initiale au début de votre vie, on va dire, professionnelle. La formation professionnelle est censée vous accompagner de la sortie de votre école, que vous ayez fait une licence, un master, un BTS ou peu importe, jusqu'à la retraite, alors retardée de plus tard maintenant, mais en tout cas, voilà. Et ça, et d'ailleurs, probablement qu'il y aura une innovation dans 10 ans, dans 15 ans, à laquelle on va devoir se former en permanence. Donc je crois fondamentalement à la formation continue, et c'est super clé sur ces domaines technologiques qui vont en plus extrêmement vite. Donc on peut se former aujourd'hui à une techno, et après-demain, elle sera peut-être obsolète. Donc il faut
c'est ce que je dis souvent à mon équipe, c'est la capacité d'adaptation que les professionnels ont va être absolument clé à s'adapter à des nouveaux modes d'organisation. Le Covid a mis à l'épreuve notre capacité à tous d'adaptation de manière contrainte et forcée et immédiate. Mais en tout cas, notre capacité d'adaptation et donc notre capacité à se former aux nouvelles tendances du marché, donc à l'IA, va être super importante. Et justement, tu parlais d'organisation, Alexandra, en termes d'organisation dans l'entreprise, de collaboration entre les freelances et les employés. On n'a pas forcément une compétition qu'on avait avant. Est-ce que les enjeux data et IA notent un peu aussi ce rapprochement entre freelance et employés dans l'entreprise? Alors, le vrai risque de l'IA, c'est pas la compétition, c'est de ne pas savoir s'en servir, justement. C'est ce que tu disais, c'est de ne pas être formé. Donc, tu parlais tout à l'heure d'agents augmentés. L'IA, en fait, ça va permettre d'augmenter l'humain, que ce soit un employé ou un freelance. C'est vraiment une aide, un assistant, et c'est vraiment à ça que ça sert. Et d'ailleurs, en termes de chiffres, Salesforce a fait des études, on estime à plus de 11 millions le nombre d'emplois qui vont être créés d'ici 2028 grâce à l'IA et dans l'écosystème Salesforce. Donc, c'est énorme. Donc, ça va vraiment créer des emplois parce qu'on va avoir besoin de nouvelles compétences, des compétences pour organiser l'information, etc., pour savoir gérer ça, même des formateurs, des nouveaux formateurs à l'IA, voilà un nouveau job. Donc, ça va vraiment créer énormément d'emplois. Maintenant, pour revenir sur la dualité, pour moi, il n'y a pas de concurrence, c'est travailler ensemble. Enfin, je ne vois pas la compétition là-dedans. Le seul risque, voilà, c'est de ne pas savoir l'utiliser. Donc, après, il y a tout un sujet garde-fou dont on va bientôt parler et d'éthique autour de ça. Ouais, si je pouvais aussi rebondir, moi je voulais raconter dans mon expérience comment l'IA est arrivée dans nos métiers. Je trouvais ça amusant parce qu'effectivement, on parle de freins, il y a des gens à qui ça fait peur, est-ce que les emplois vont disparaître? Mais moi, ce que j'ai vu aussi, c'est énormément d'enthousiasme. J'ai mes collègues de la data qui m'ont dit Ah, Natacha, parce qu'en fait, je travaillais pour le service client de MH sur la plateforme Salesforce. Et comme ça arrive parfois, il y a des vagues d'attaques de bots russes qui arrivent sur les formulaires de contact. On se retrouve du jour au lendemain avec 150 nouveaux cases avec des trucs bizarres en cyrillique écrits dessus, ou pas d'ailleurs. Et les pauvres agents qui se retrouvent à devoir traiter ça, on s'est dit, mes collègues de la data sont venus me voir en disant Natacha, on a un outil avec une IA pour faire un filtre anti-spam. Je suis sûre que ça va les aider au métier. Viens, on le met en place, viens. Et c'est eux qui sont venus pousser la fonctionnalité. Ils étaient à fond. Et ce qui fait que ça m'a transmis en fait cet enthousiasme. C'est moi qui suis allée en parler au métier, qui était ravi si ça pouvait aider les agents. Donc on a mis en place le projet. Et en fait, leur enthousiasme a été contagieux parce que moi-même, à partir de ce moment-là, c'était l'an dernier, je me suis mise à ChatGPT de mon propre chef et je me suis dit tiens, mais en fait, comment est-ce que ChatGPT va pouvoir moi m'aider dans mes tâches quotidiennes? Donc je suis allée m'amuser un petit peu, regarder et j'ai vu que ChatGPT pouvait me relire mes mails en anglais un peu touchy aux équipes américaines pour vérifier que je ne vexais personne, que mes tournures étaient bonnes. ChatGPT pouvait m'écrire des scripts en Python pour faire plus rapidement les tests que j'avais pas très envie de faire manuellement. Enfin, je pense que c'est aussi cet aspect-là qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est amusant. En fait, on est, comme le disait Nicolas dans sa keynote tout à l'heure, on est dans la phase d'adoption, mais aussi d'exploration. On teste, on regarde les outils, on est en train de les trouver en fait les cas d'usage, et c'est pas que du danger, c'est aussi assez rigolo en fait de trouver comment est-ce que l'IA peut nous aider dans notre quotidien. Voilà. Merci. Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu disais sur la destruction d'emplois et puis notamment dans le monde du CARE, un monde que je connais bien, que je travaille dans le secteur depuis une quinzaine d'années. En fait, il n'y a jamais eu, avec l'arrivée des bots, avec l'arrivée du self-care il y a 15 ans, il n'y a jamais eu de licenciement massif d'agents dans les équipes CARE. Il y a toujours eu un repositionnement de ces équipes sur des activités à valeur ajoutée. Il y a 15 ans, je travaillais pour un énergéticien qui avait décidé de dématérialiser sa facture. Ça peut faire sourire, mais c'était les sujets de l'époque, et qui a décidé de
ouvrir un premier bot, pas très intelligent, mais qui était là et qui permettait aux clients en fait, de demander en fait, un renvoi de facture par PDF ou par email. Et à l'époque, c'était une tâche qui représentait à peu près 20% de l'activité des agents en centre de contact. Et ben, l'agent en centre de contact, il préfère passer du temps à expliquer les produits de l'entreprise, à conseiller les clients sur sa maîtrise énergétique, plutôt que de renvoyer des PDF à tout va. Et ce cas-là, on le retrouve dans toutes les industries. Et les marques aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord dans cette salle pour dire que c'est l'expérience client qui va vachement différencier votre produit, à moins que votre produit ou votre service soit complètement disruptif. Et donc l'humain va rester, l'humain va juste faire des choses différentes, à plus forte valeur ajoutée, et toujours dans cette logique en fait d'ultra personnalisation et de réassurance des clients. Peut-être partager quelques stats aussi sur ce qu'on a vu sur les freelances. Parce que forcément, on s'est posé la question, comment les freelances, déjà à la fois la demande pour les freelances et les freelances en fait réagissent à l'IA en 2023. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est, on n'a pas vu de, comme vous l'avez dit tous, on n'a pas vu de baisse de demande pour les talents. On a vu une explosion de la demande, bien sûr, sur les projets d'IA, à plus de 170%, il me semble, hein, dans le rapport. Et côté freelance, en fait, ce qu'on a vu, c'est sur les compétences liées à l'IA générative, on a complètement explosé le nombre de freelances qui ont adopté ces skills en 2023. Ce qui était intéressant sur les 5000 freelances qu'on a avec des compétences de Genia, c'est bien sûr, alors 2/3 sont sur des métiers tech data, et avec des compétences large language model, PyTorch, vraiment des compétences très avancées sur l'IA. Mais on a vu aussi, en fait, parmi les freelances qui ont adopté ces technologies l'année dernière, en fait, tous des métiers créatifs, les métiers du marketing, qui aussi commençaient en fait à mettre en avant le prompt engineering, l'expertise sur Midjourney, des choses comme ça. Sur leur profil et qui investissaient beaucoup en fait dans cet upskilling et qui transformaient finalement leur workflow auprès des clients. Donc ça, c'est une trend qu'on monitore bien sûr de près. Merci. Et du coup, Natacha et Mathieu, comment ça se matérialise concrètement au sein des équipes, ces nouveaux métiers émergents autour de l'IA, ces nouvelles compétences en fait qui intègrent vos équipes au quotidien? Comment ça se matérialise dans votre organisation? Pour l'instant, c'est plutôt dans les projets, dans les nouvelles fonctionnalités qui arrivent. C'est plutôt côté produit, je dirais. Enfin, vraiment mon point de vue, moi qui suis très opérationnelle, je vois arriver par le produit éventuellement les équipes data. En fait, du point de vue de l'entreprise, l'IA, c'est pas forcément un métier en soi, c'est juste un outil parmi les autres outils. Mais l'intelligence, elle est du côté des entreprises, des porteurs de projets. C'est juste une option en plus. C'est des nouvelles connexions qui se font entre elles pour permettre de fluidifier les tâches, pour permettre éventuellement de sortir des nouveaux produits. Donc, c'est vraiment au niveau des gens qui sont déjà là, parmi les enthousiastes dont je parlais tout à l'heure, qu'on va voir émerger l'IA à travers des projets plus globaux. Mais moi, je n'ai pas forcément identifié de monsieur ou madame IA qui débarque et qui change tout. Enfin, c'est vraiment de ce que j'ai pu voir. Nous, c'est assez spécifique. Tu l'évoquais sur le métier de la création. On a des équipes qui réfléchissent à la génération de contenu, de visuels, qui mettent en avant nos produits avec un cadre très strict. On vend des produits de beauté, donc on ne génère pas d'images de personnes, de femmes ou d'hommes qui utilisent nos produits. Ça, c'est contraire à nos principes. En revanche, des produits qui vont être mis en avant dans des environnements neutres, naturels, etc. Ça, oui, et ça, c'est des compétences, pour le coup, qui sont identifiées et qui sont incarnées par les équipes.
pour tout ce qui va être usage productiviste, donc nous au quotidien dans la gestion de nos mails, etc., ou des IA qui vont impacter la relation avec nos clients. Il n'y a pas de personne incarnée, je suis d'accord avec toi, c'est un outil en plus. En revanche, c'est un outil en plus, mais il faut former nos équipes techniques, IT, à la bonne utilisation, à la bonne compréhension de ces outils-là. Et les équipes métiers, elles, qui aujourd'hui sont un peu dépassées parce qu'il y a tout un tas de buzzwords qui gravitent autour de ça, on va les accompagner dans la compréhension, on va dire, des fondamentaux de ces outils-là, non pas pour en faire des experts détaillés des modèles LLM, mais pour leur permettre d'avoir une discussion pertinente et efficace avec les équipes tech qui vont développer les différents cas d'usage. Donc on a vraiment ces deux axes-là. Pas de personne incarnée, sauf sur les sujets vraiment contenu et produits. Merci. Pour aller sur un sujet de l'éthique, en fait, aujourd'hui, l'IA, on l'a vu, a permis des initiatives, dont celle de Nicolas Marché, qui vous a fait la keynote d'introduction, notamment en lançant le chat GPT pour accompagner au mieux les personnes atteintes du vitiligo. Qui s'appelle Cuido. Il vous en parlera mieux que moi si vous êtes intéressé. On a aussi d'autres initiatives comme Résilience de Céline Lazorte autour de l'accompagnement dans les protocoles pour les personnes atteintes de cancer. Aujourd'hui, quelle place a l'éthique au sein des démarches data des entreprises? Est-ce qu'on a des limites qui arrivent et qu'il faut anticiper au maximum? Je m'adresse plutôt à Alexandra, Claire et Mathieu. Et puis, est-ce que les entreprises ont abordé le projet de manière transparente? Voilà, racontez-nous. Okay, donc beaucoup de questions. Déjà, je me permets de compléter sur la personne de l'IA chez Salesforce. Évidemment, on a une personne qui représente l'IA, on a une équipe complète qui s'est créée, puisqu'aujourd'hui, c'est au cœur de notre offre. Notre offre, c'est plus CRM plus data, c'est CRM plus data plus IA plus trust, pour la confiance, l'éthique, justement. Et parce qu'on martèle, et parce que c'est vrai, évidemment, mais des fois, ça fait peur, que vos données, les données de nos clients, ce ne sont pas, déjà, elles sont confidentielles, et surtout, ce ne sont pas nos produits. Notre produit, c'est de vous donner les outils pour faire ce que vous voulez avec vos données. Mais, enfin, ce que vous voulez, dans les limites, évidemment, qu'on connaît. Mais voilà, donc ça, c'est hyper clé. C'est savoir que c'est siloté, c'est-à-dire que les données de chacun sont silotées. Par exemple, les données de maths, par exemple, sont silotées. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos données, les étudier. Utiliser GenAI aussi, puisque maintenant, on propose GenAI embarqué dans les différents modules Salesforce pour analyser vos données. Regardez même, résumé, je montrais tout à l'heure une nouveauté de Slack, qui est Slack AI. C'est tout simplement de résumer une conversation. Vous êtes parti en vacances, il y a eu 30 messages sur un projet hyper stratégique. Vous ne pouvez pas lire les 30 messages, ça tombe bien. Vous cliquez sur GenAI, vous avez le résumé en quelques points avec quelle personne a dit quoi, etc. Et justement, les plus grosses données non structurées aujourd'hui, c'est beaucoup le texte. Tu parlais de l'email. Voilà, créer un email, là, je le veux plus chaleureux, moins chaleureux, plus, etc. Donc, pour revenir à l'éthique, du coup, donc il y a la confidentialité, ça c'est clé. Et ensuite, il y a évidemment des comités éthiques, etc. Enfin, nous, on martèle vraiment ça. Et il y a aussi la confiance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 50% des professionnels qui n'ont pas confiance en l'IA. Donc, comment est-ce qu'on va les rassurer? Ça passe par l'éducation, encore une fois, par leur montrer tout ça, et puis sécuriser les données. Donc, on investit énormément là-dessus. Donc, bon, je ne vais pas vous faire le pitch de la plateforme Salesforce, mais on a une couche de sécurité, une couche d'IA. Sur ce qui est sécurité, on investit autant que les plus grandes banques américaines. Voilà, pour donner un exemple, pour vraiment sécuriser la donnée de nos clients. Voilà, je ne sais pas si ça répond à toutes les questions. Il y en avait plusieurs. Ouais, je pense que la question éthique, c'est la question la plus importante quand on construit des produits avec de l'IA. Peut-être encore plus avec la GenIA, mais c'est une question qui était déjà très importante avant. Et le problème, c'est que la plupart de nos données dans ces systèmes, elles sont générées par des humains.
à moins qu'on utilise des données synthétiques, mais on n'a pas forcément les cas d'usage pour. Donc, elles sont générées par les humains. On sait qu'on est très biaisé en tant qu'humain. Et donc, quel biais on a appris dans nos modèles et est-ce qu'on les renforce en fait dans nos produits, est-ce qu'on les amplifie? C'est une question sur laquelle on travaille déjà à Airbnb, puisqu'on sait qu'il y a des problèmes de discrimination raciale. Et donc, en fait, est-ce que même si j'ai aucune feature dans mon modèle qui est liée de près ou de loin à ça, est-ce qu'en fait, j'ai des utilisateurs de certaines catégories qui font certaines actions qui sont corrélées avec leur background ethnique. Et en fait, est-ce que j'apprends ça dans mon modèle sans me rendre compte? Et donc, j'amplifie en fait dans mon algorithme, dans mon expérience utilisateur, ces biais-là. Je pense que vous savez qu'il y a eu beaucoup de presse sur Airbnb sur la question de la discrimination raciale. Donc, c'était vraiment un sujet très, très important. Et derrière, la question de comment on mesure ça. C'est-à-dire que je ne sais même pas forcément en fait où sont mes utilisateurs. Et ça, c'est qu'on peut utiliser l'IA aussi pour mesurer en fait le niveau de biais de nos algorithmes. Quand il s'agit de Malte, c'est une question qui est très importante aussi, puisqu'on est sur le marché de l'emploi. On sait que le marché de l'emploi souffre de plein de biais, des biais de genre, des biais d'âge, des biais aussi de background ethnique. Et donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est à la fois, en fait, les algorithmes, l'IA, peut nous aider à débiaiser les humains. On sait que l'humain, le recruteur, va avoir tendance à avoir un peu son playbook, toujours recruter les mêmes écoles, les mêmes boîtes. Et donc, l'IA permet d'exposer les biais d'humains. Et ça, on l'a vu en pratique aussi dans une des boîtes que Malte a racheté d'ailleurs récemment, Comatch, où c'était utilisé pour montrer aux recruteurs, à essayer de diversifier en fait le pool de candidats et de talents que pouvaient être recommandés aux clients. Et de l'autre côté, comment on peut utiliser l'humain en fait pour aussi limiter ou aider à mesurer ou contracter les potentiels biais de l'IA. Je pense que c'est une question super importante. Et là, en fait, on voit, je pense, des partenaires intéressants entre académiques, politiques et industrie. Donc, par exemple, la Commission européenne a récemment débloqué pas mal de financements. On en fait partie à Malte avec l'Université d'Erasmus pour que pas mal de boîtes travaillent sur ces sujets-là. Et donc, c'est des partenaires intéressants. Et nous, en interne, par exemple, on a choisi d'investir avec, par exemple, quelqu'un qui nous rejoint, qui vient de faire un doctorat sur l'explicabilité en machine learning. Et je pense que c'est des compétences qui sont vitales d'injecter dans les boîtes pour justement construire des produits où les équipes vont avoir ce niveau de compétence pour pouvoir en fait adresser les problèmes et ensuite les remonter aux directions, aux COMEX pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions, ou au moins les exposer à la communauté, que la communauté décide, si ce n'est finalement la société. On voit que l'AI Act, finalement, ne résout pas cette question. Je pense que c'est intéressant, l'AI Act, de commencer à formaliser finalement la question des pratiques de l'IA. Quand on lit, finalement, ça reste des best practices. Et je pense que dans toutes vos boîtes, en fait, vous suivez déjà pas mal ces best practices. Et donc, va se poser la question de, par exemple, si je recherche un data scientist sur Malte et je ne vois pas de femmes, c'est problématique. Mais quelle est la bonne part de femmes? Est-ce que c'est la même qu'il y a dans la société? Est-ce que ça doit être 50-50? Et ça, c'est des questions pour moi que c'est la communauté et la société à trancher. Mais nous, on doit être en mesure, en fait, ensuite de suivre cette décision-là. Moi, je compterais juste par une petite... en tout cas, chez L'Oréal Luxe, vous comprenez que ce qui fait que nos produits sont exceptionnels, c'est l'accompagnement, en fait, que font nos agents, nos beauty advisors en boutique, et la proximité que développent certaines de nos... ce qu'on appelle les billets, donc les beauty advisors, avec certaines clientes VIP. On capture des données qui sont très personnelles, très sensibles, non seulement sur la peau, sur les routines de beauté, mais parfois on va récupérer le nom, l'animal de compagnie, les passions des enfants, les passions du conjoint ou de la conjointe. Et c'est des choses qui au quotidien sont utilisées dans des discussions, dans l'accueil, dans le début des soins, parce que ça crée une notion de proximité. En revanche, est-ce que ces données, on doit les projeter au CRM? Est-ce qu'on doit les projeter à des agents à distance pour faire du clienteling? Probablement pas, et la réponse est même non. En revanche, et c'est un peu le dilemme qu'on a aujourd'hui, c'est comment on essaie d'utiliser cette donnée très personnelle pour maintenir cette proximité, cette excellence relationnelle. Je n'ai pas de réponse à vous apporter aujourd'hui, c'est des questions qu'on traite. Et sur la partie éthique, j'ai déjà dit, on ne génère pas d'image d'être humain par l'IA, c'est contraire à nos principes, à nos codes éthiques internes.
Voilà, mais c'est des sujets qui sont forcément très regardés. Il n'y a pas de projet client qui démarre sans go-no-go juridique. C'est la première étape, avant même la faisabilité technique, quand même le size de price business. On démarre systématiquement par ça. Je pense que, comme tu dis, c'est assez classique en fait pour les entreprises aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est la fin de cette table ronde. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci. On va lancer un temps de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vais pas prendre la parole, je vais pouvoir vous donner le micro à chacun. Justement, je vais reprendre la dernière remarque qui vient d'être faite. Justement, puisque on parle d'IA et qu'en même temps de parcours client, j'imagine que dans la relation client, la proximité est très importante. Du coup, je me demande comment, dans vos entreprises et les projets que vous décidez, là vous décidez d'intégrer l'IA, comment vous décidez du juste milieu entre garder la proximité avec vos clients et intégrer, automatiser, optimiser vos tâches. Je la prends du coup cette question. Vous compléterez. C'est une excellente question. Je pense que à la fois il y a des critères qui vont vraiment être sur est-ce que l'IA ou l'utilisation qu'on va en faire va permettre d'améliorer durablement et significativement l'expérience de nos clients. Donc, est-ce que ça va monter le NPS, la CSAT, est-ce que ça va impacter son comportement d'achat, est-ce qu'on va avoir du repeat business, est-ce que son panier moyen va s'optimiser. Donc, il y a cette dimension-là. Mais je pense qu'il y a un équilibre plus global à voir, parce que l'IA, aujourd'hui, ça demande aussi du temps de développement, ça demande du temps de traitement, du temps de supervision également. Donc il y a toute cette logique de run qu'il faut aussi considérer. Et du coup, quand on regarde un petit peu les coûts complets entre ce que le projet va nous coûter versus ce qu'il va rapporter, on décide de se lancer ou pas. On va regarder également aussi la partie éthique. On a conclu la table ronde là-dessus. C'est un élément essentiel. Pas de discrimination, un accès au service qui doit être le même pour toutes les populations où qu'elles soient. C'est qu'un enjeu important dans nos projets puisqu'on couvre 84 pays avec des cultures, des approches de la beauté qui sont différentes. Et pour autant, il faut qu'on ait une approche quand même scalable, sinon nos projets sont pas profitables. Voilà, donc c'est comme ça qu'on arbitre en fait ces différents sujets. Valeur client et coût. Voilà. Donc une approche héroïste assez classique au final. Ouais, moi, c'est une question aussi intéressante et je pense que c'est vraiment, ça dépend vraiment des positionnements des entreprises. Encore une fois, tout à l'heure, Nicolas parlait d'exemples avec des tickets niveau 1, support niveau 1, c'est l'IA qui répond et ça a vraiment beaucoup de sens dans certaines industries. Je pense que ce soit une IA qui traite les questions les plus classiques, une sorte de FAQ améliorée avec une réponse un peu personnalisée. Et je sais que la question, le débat a eu un petit peu eu lieu chez MH et au niveau du service client, et la réponse était très claire. C'est nous, on a un positionnement de luxe. On répond, il faut que ce soit des humains qui répondent. Même quelqu'un qui demande est-ce que je peux faire un stage chez vous, est-ce que je peux venir faire les vendanges, c'est un humain qui répond parce que c'est le positionnement en fait de l'entreprise. Mais ça répond juste à la stratégie spécifique de cette entreprise. Pour d'autres stratégies, ça a beaucoup de sens que de mettre une IA pour répondre. Pour compléter et réitérer, je pense que la supervision est clé. Donc l'IA, c'est pas c'est sous la supervision des humains. Et ensuite, ce qu'on va faire chez Salesforce, par exemple, quand on lance un nouveau produit, bien souvent, on a des pilotes. Donc les pilotes, ils savent qu'ils sont cobayes pilotes. Donc les pilotes, ça va être les employés, ça va être quelques clients choisis qui vont donner leur retour, qui vont passer du temps. Par exemple, on a un module qui est sur la voix, donc la voix aussi, c'est une donnée non structurée. Et donc un CTA basé sur la voix et le pilote actuellement, qui est en fin de pilote, permet de détecter les émotions. Et en fonction des émotions, lors d'un call de service client, si on sent que quelqu'un est très énervé, donc l'émotion détectée grâce à l'IA, alors on va mettre une alerte et on va faire venir un supérieur ou quelque chose dans le genre. Ou si l'émotion est très bonne, on va dire satisfaction plus, peut-être que lui, ça peut être un ambassadeur. Mais voilà, tout ça, il y a un peu du test and learn, du pilote, et ensuite,
quand ça marche, ça passe pour tout le monde. Donc c'est aussi, ça répond sur le comment, je pense, un petit peu. Bonsoir. J'ai peut-être une question en fait sur, vous avez parlé de données structurées et non structurées. Il y a aussi en fait l'écosystème des systèmes d'information qu'on parle de legacy. Est-ce que vous avez eu à faire un challenge qu'on va mettre l'IA sur les startups? En fait, c'est des projets from scratch. Peut-être aussi il y a des projets from scratch dans les entreprises, et qu'on a en fait du legacy. Moi, j'ai travaillé en fait chez BPCE, donc on a énormément de projets, on va dire, qui datent. C'est des usines à gaz, des parcours clients, on parle de l'assurance et de la banque, donc il y a de l'arbitrage derrière. Bon, ça serait énorme si on peut mettre l'IA pour arbitrer, mais j'ai envie de savoir si vous avez eu affaire à ce genre de use case, quoi. C'est pour moi la question. Alors, les cas d'usage, alors donc déjà je ne suis pas technique. Les cas d'usage, bien souvent, ça vient des métiers pour moi. Donc je pense que la question c'est qu'est-ce que le métier veut faire. Donc si on est dans la banque, qu'est-ce qu'on veut faire un banquier augmenté, etc. Donc comment on répond à ça, nous, aujourd'hui, par des outils pour mixer legacy et cloud et nouvelles technologies, par des plateformes d'intégration, par exemple, et faire passer la data au bon endroit. Donc, il y a de la data, peut-être la data qui est dans le legacy, la data non structurée, la data des clients, la data à droite, à gauche, etc. Ramener la data dans un seul endroit, quel que soit le data lake, ce que vous choisissez, etc. Pour, je reviens à ce que je disais tout au début, avoir une data fiable, de qualité, mais fiable. Donc ça veut dire qu'on l'a, entre guillemets, traité, qu'on a enlevé ce qu'on ne voulait pas et qu'on l'a ramené à un même endroit. Donc je pense que la réponse, c'est peut-être faire converger, enfin avoir une même norme pour la data, où que vous la mettiez, et avoir des liens, si le legacy doit rester, des liens, des intégrations par exemple, entre la data du legacy et puis les autres données qui viennent d'ailleurs. Je sais pas si... Ouais, j'ai deux exemples qui me viennent en tête. C'est peut-être anecdotique, hein, mais qui me viennent en tête sur ta question. Le premier que j'ai vu l'année dernière, parce que en fait, on a vu tous les clients et on travaille avec pas mal de grands groupes se sont posé la question de quelle doit être ma AI stratégie. Et en fait, pas mal ont réalisé, en fait, je dois investir beaucoup plus sur mes data. Et justement, quand j'ai plein de data centers, plein de clouds différents, ou du on-premise et du cloud, en fait, je dois accélérer toute cette convergence et ma digital transformation. Et donc, on a vu en fait que l'IA était un vecteur d'accélération pour ces projets de digital transformation, parce qu'ils se sont dit, si on n'a pas ces briques-là, on ne peut pas construire la brique dessus. Et l'autre exemple qui vient en tête, c'est peut-être plus anecdotique, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Je ne vais pas vous dire le nom, mais donc il y a un grand groupe qui a eu beaucoup de mal à recruter en fait un profil des profils assez spécifiques pour leur digital transformation, parce qu'ils avaient besoin à la fois de développeurs qui maîtrisaient Python et des langages vraiment très très anciens qu'on n'enseigne plus et qui sont vraiment demandent beaucoup d'implications pour coder. Et en fait, trouver des gens qui faisaient les deux sur le marché, super dur aujourd'hui parce que tout le monde va développer en Java, en Python, etc. Et en fait, ils se sont dit, on a un super use case en fait pour l'IA ici, où ça va nous aider à pas mal débroussailler le vieux code, le mettre en Python et du coup, en fait, retirer ce besoin en fait, de talent qui n'existe presque plus aujourd'hui. Voilà, deux petites anecdotes, mais c'est ce que j'ai observé en tout cas l'année dernière. Bonsoir, merci pour vos talks. Deux petites questions. La première, est-ce que pour ceux qui ont des équipes de dev, est-ce que tous vos développeurs utilisent la GenAI comme aide au coding? Et sinon, pourquoi? Et la deuxième question, est-ce que dans vos réflexions, vous avez déjà l'impact environnemental qui commence à être une vraie réflexion pour mettre en place ou pas des cas de GenAI? Je par contre, sur la deuxième question, j'ai pas les équipes dev sous mon scope, mais sur la partie RSE environnementale, oui.
et des objectifs qui sont assez forts pour le groupe L'Oréal, avec une démarche qui est engagée au niveau corpo et qui ensuite se décline dans chacun des métiers, et sur les métiers digitaux, qui sont les métiers qui regroupent toute la transfo digitale et les sujets d'IA au sens large. On a des objectifs de réduction qui sont assez forts, et certains de nos projets ne sont pas lancés parce que justement cette composante-là n'est pas respectée. Donc oui, c'est quelque chose qui arrive et sur lequel on va être de plus en plus suivi au cours des prochaines années. Mais c'est une réalité depuis 2-3 ans. Moi, c'est juste pour la première question, est-ce que les développeurs utilisent une aide d'intelligence artificielle? Moi, j'ai jamais vu un développeur s'aider d'outils d'intelligence artificielle. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête. Moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas besoin, ou alors qu'ils refusent peut-être de s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Ils considèrent peut-être que c'est pas un usage qui est nécessaire pour eux. En revanche, les gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour générer du code, c'est des gens qui ne sont pas développeurs, mais qui ont quelques bases et qui peuvent en avoir besoin ponctuellement, comme moi, par exemple. Et je pense que je suis plutôt une utilisatrice aujourd'hui qui serait prompte à le faire. Je l'ai déjà fait, j'en parlais tout à l'heure. Mais quand je parle à mes collègues développeurs du fait que je fasse ça, je sens dans leur réaction que c'est pas eux l'auraient pas fait, en tout cas. Je pense que c'est peut-être une question de culture ou de mentalité. J'ai vu des choses un petit peu différentes où en fait j'ai vu une adoption en fait du code-gen pour des tâches assez simples. En fait, quand ça va compléter ton code de façon basique, et ça, je l'ai vu bien adopté même pour les data analysts en fait. Pour écrire ton SQL, Natural Language to SQL aussi, ça marche très bien. Par contre, pas encore pour et s'associer à des devs plus expérimentés sur des architectures. C'est la partie où soit on n'a pas testé les bons trucs, soit c'est pas encore la valeur ajoutée en fait vraiment de réfléchir à l'architecture de ton code. On n'est pas là, mais pour compléter ta fonction complètement. Et j'aime beaucoup ta question sur l'empreinte environnementale. L'avantage qu'on a, c'est que c'est complètement corrélé au coût, enfin presque toujours corrélé au coût, et du coup c'est assez facile en fait d'avoir le buy-in pour ce genre de choses, et naturellement ça s'enclenche. Et il y a quelques champions dans l'écosystème tech en France que j'ai vu championner ça dans leurs équipes, et donc je pense qu'il y a un bon momentum là-dessus. Par contre, c'est vrai, je pense qu'il y aura besoin de vachement plus d'éducation peut-être. On a l'avantage que c'est corrélé au coût, mais sur la partie test et monitoring, est-ce qu'on a vraiment toujours les bons monitoring, et est-ce qu'on challenge assez nos cloud providers sur la transparence des data, etc. Je pense qu'on peut encore faire des progrès là-dessus. Merci beaucoup. Je regardais dans nos archives, et le 1er juin de l'année dernière, on a fait une édition de millefeuille sur le sujet de l'empreinte carbone, et il doit y avoir une bonne dizaine de papiers de recherche. Et en gros, ils regardent surtout l'ombre carbone qui peut être positive. Par exemple, ça peut faire économiser de l'énergie dans les data centers. DeepMind, ils avaient fait un papier qui montrait qu'ils avaient économisé 13% d'électricité, même s'il y a l'effet rebond, etc. Bref, je vous encourage à aller voir ça pour la partie énergie et CO2. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de votre présence. Merci à nos speakers pour leur confiance. Et puis, vous avez un beau cocktail qui vous attend.